hey, j'ai besoin d'avoir un projet, puis c'est là-dedans que je me sens bien. Jusqu'à temps que je suis comme, OK, là, il faut que ça finisse, puis là, après ça, puis là, je suis venu pour un an, que là, on roule, puis là, après ça prend un autre projet. C'est nous, c'est les entrepreneurs, on a besoin de ça. Je serais pas heureux de faire autrement, mais il y a d'autres personnes qui seraient vraiment pas heureux avec la vie que j'ai, là. T'es à la route, t'es à gauche, puis à droite, mais moi, c'est ça qui me fait briller. Alright, messieurs. Bienvenue à Meilleur Humain, Meilleur Monde, un podcast où est-ce qu'on rencontre des entrepreneurs, des visionnaires, des bâtisseurs du Québec. Si vous aimez ce que vous voyez aujourd'hui, on vous invite à laisser un petit pouce en l'air sur la vidéo. Et par le même élan, pourquoi pas vous abonner à notre chaîne YouTube du même nom, Meilleur Humain, Meilleur Monde. On publie une fois par semaine, à tous les lundis, des entrevues avec toutes sortes d'entrepreneurs, entrepreneurs, hommes et femmes, vraiment tous plus inspirantes les uns que les autres. Alors, voilà. On a la chance d'avoir avec nous aujourd'hui Cédric Duhamel, qui a un nom très connu dans la région de Granby. Merci d'être présent. Merci de me recevoir aujourd'hui, les gars. Également avec moi, Julien Gauthier, mon associé. Et je me présente, Tristan Laliberté. Julien et moi sommes tous deux dans le cabinet de services financiers Diversico Finances Humaines qui dessert de la clientèle d'entrepreneurs, un peu comme Cédric. Fait que bienvenue tout le monde à la rencontre d'aujourd'hui. Cédric, on va faire ta bio. Allons-y. La version courte parce qu'on vient de passer quand même un peu de temps en coulisses, puis on pourrait faire une version longue qui durerait le podcast au complet. Fait qu'on va faire la version écourtée. Abrégé, parfait. Cédric, tu es un grand sportif de nature, tu as une carrière jusqu'à collégiale dans le football. Tu es également un entrepreneur en série. En 2008, tu as lancé ta première business, mais c'est-à-dire que tu faisais ton arrivée dans l'entreprise familiale, les rôtisseries Duhamel à Granby, qui a 3 localisations. Oui, tout à fait. Il y en avait 2 à l'époque, mais maintenant, il y en compte 3. Maintenant qu'il en compte 3, 67 ans d'existence, fait que si je ne me trompe pas, ça t'est parti par tes grands-parents. Oui, en 1958. 1958, donc tu viens vraiment d'une famille d'entrepreneurs avec 2 étages d'entrepreneuriat en haut de toi. Aujourd'hui, tu as d'autres entreprises à ton actif aussi, notamment le restaurant Esmond, très belle table reconnue à Granby. Tu t'intéresses énormément aussi à l'immobilier, tu t'intéresses à l'hôtellerie, à Venise en Québec notamment, chauffage et climatisation, une autre de tes entreprises. Et puis, un nouveau projet vraiment inspirant, l'école privée que vous êtes en train d'ouvrir, ta conjointe et toi. Oui, tout à fait. On a les pieds dedans, là. Fait que c'est plein de choses vraiment intéressantes qu'on va jaser aujourd'hui. La première question que j'ai envie de te poser, tu viens d'une famille d'entrepreneurs. Et puis, tantôt, tu as dit, mon père nous a tout expliqué, nous a tout transmis son savoir. Qu'est-ce que ton père t'a transmis comme savoir? Naturellement, juste la façon dont il agissait. Fait qu'il nous disait pas quoi faire, mais il nous le montrait par ses efforts. Donc, il travaillait tard. C'est comme si j'avais un père qui travaillait tard en restauration, il closait tard quand j'étais petit. Et puis, c'est ça qui nous a donné envie de travailler tôt. Peut-être triste au final, mais c'était pour voir nos parents. Fait que, tu sais, comme ils s'échangeaient les rôles. Là. Ma mère commençait tôt le matin, finissait vers 11h. Vient prendre le relais à la maison, mon père partait, puis lui, il finissait jusqu'à 1h, 2h du matin. Il y avait tout à bâtir. On se rappelle que dans le temps, en 1987, que je suis né, les rôtisseries Duhamel n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui. Fait que je pense que c'est comme ils nous ont inculqué par l'exemple. Fait qu'il nous a pas dit quoi faire, c'est quoi être entrepreneur, tout ça, mais il nous a montré ce qu'il faisait. J'ai tout le temps posé beaucoup de questions, puis que ce soit à n'importe qui. C'est le fun de savoir ce que les autres font. On ne fera pas tous les métiers du monde, mais de pouvoir s'intéresser à ce que chacun fait en sorte de connaître la réalité de beaucoup de corps de métier. Fait qu'en restauration, qu'est-ce que je trouvais beau de la restauration, c'est qu'on touchait à beaucoup, beaucoup de corps de métier. Un petit peu comme un entrepreneur général. Tu as besoin des charpentiers menuisiers, tu as besoin des plombiers, des électriciens, tu as besoin des notaires, des avocats, tu as besoin des graphistes, tu as besoin de tellement de choses. La publicité, que ce soit des journaux, la radio, tu touches à tellement, puis tu te fais un cercle énorme. Fait que tu deviens comme un entrepreneur général sans avoir tes cartes, puis de RBQ, mettons. Ouais. Mais tu as cette force-là. Fait que
c'est ça que j'aimais de la restauration. Puis c'est ce que j'ai entrevu, dans le fond, que mon père faisait. C'est des relations. C'est de savoir bien s'entourer. Fait que c'est un petit peu ça, là, ce que mon père, il m'a donné envie de... Fait qu'il a prêché par l'exemple. Exactement. Savoir-être, t'es as vus bâtir. Parce que c'était un couple d'éleveurs, tes grands-parents. Oui. Après ma base, ça part d'un couple qui élevait... Des agriculteurs. Oui, tout à fait. Il était agriculteur. Fait que mon père, il a grandi... il rirait en ce moment parce que... tu sais, il était avec les poussins. Là. Quand il était petit, là, il était dans les poussins, puis des choses comme ça. Puis petit à petit, mon grand-père avait le marché public. Donc, Jérémia Duhamel avait le marché public. Mon arrière-grand-père. L'arrière-grand-père avait le marché public. Puis, mon grand-père a fait... ça a commencé avec des poulets, là, il invitait des amis à manger du poulet à la maison le dimanche, je crois. Je veux pas... mais ouais, ça a commencé comme ça. Puis là, petit à petit, comptoir de poulet. C'était les débuts là, de la rôtisserie de Granby à l'époque, qui est devenue dans l'ère de Claude et Alain, qui ont changé le nom de rôtisserie de Granby par les rôtisseries du Hamel. OK. Ouais. T'as dit quelque chose d'autre d'entrée de jeu pendant qu'on était en coulisses tantôt qui m'a fait sourire, ce que tu racontes quand vous avez parti le restaurant, le Esmond. Oui. Que t'as dit, tu sais, dans le fond... je ne sais plus des mots que tu as utilisés, mais ça sonnait un peu. Mais on s'est parti d'un restaurant pour nous-mêmes aller manger là, finalement, parce que ça coûte tellement cher, la restauration. Ben, c'est qu'on trouvait ça le fun. On voulait changer un petit peu. On était habitué d'avoir de la cuisine rapide. Fait que le Esmond était un projet qui m'a été présenté par mon frère. Une opportunité. Moi, je pensais à une rôtisserie plus Côte-des-Neiges, tout ça où ce que beaucoup de poulets se vendent, et les rôtisseries prospèrent. Puis lui, il m'est arrivé avec le projet « Hey, mais j'ai un local à Granby, vraiment beau, on pourrait aller le voir? » Je dis « Go, on y va. » Puis oui, ça aurait été... c'est ce qu'on avait retenu qui était « Hey, ça serait le fun d'avoir un resto qui est service. » Tu sais, qu'on peut s'asseoir, qu'on peut prendre un verre, que c'est le fun, que c'est les 5 à 7. Tu sais, c'est différent, tu sais, d'avoir de la cuisine rapide. Puis de la cuisine avec, tu sais, comme plus type nappe blanche, là, même s'il n'y a pas de nappe, ils l'appellent comme ça dans le domaine. Ouais, exactement. Plus nappe blanche. Puis oui, le but, c'était ça, c'était d'avoir une place pour nous qui fait que, hey, on peut se faire du fun chez nous. Puis finalement, ça a prospéré. On s'est associé avec Antoine. Puis Antoine est maintenant propriétaire, chef propriétaire. Il l'était à l'époque avec nous. Mais là, il nous a racheté en août de cette année, 2023. Puis c'est ça. On a bâti quelque chose qui est là pour rester, puis Antoine Ibré encore de sa cuisine. Good. J'ai envie aussi, Cédric, de te parler parce que tu es un grand sportif. Tu me disais que tu as fait beaucoup de sport quand tu étais plus jeune. Puis est-ce que tu penses que le football et le fait de travailler en équipe t'a amené à être l'entrepreneur que tu es? Parce que tu parles souvent les autres quand tu parles de ton parcours. Oui, mais je pense que ce qui est bon d'un entrepreneur, tu sais, j'en parlais un peu que le rôle d'un entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer. Puis je pense que ce que je trouvais beau puis qui m'a marqué au football, parce que moi, c'est le football prioritairement. J'ai fait du water polo, j'ai fait wake surf, wakeboard, tous les sports, soccer, on a touché à tout. Mais le football, qu'est-ce que je trouvais beau, c'est que tout le monde trouve sa place au football. T'en as des gros, t'en as des petits, t'en as des rapides, t'en as des plus lents. Mais tu as besoin de tout le monde pour avancer puis te rendre où ce que tu veux aller. Puis ces personnes-là, ils vont venir te faire un bloc que tu n'aurais pas pu faire parce que tu n'as pas les capacités. Puis un autre va avancer plus rapidement parce qu'il est plus rapide que toi. Donc, c'est un petit peu comme ça dans la vie d'un entrepreneur. Tu as besoin de toutes ces personnes-là pour te faire des leads, des blocs, puis faire en sorte que tu avances plus vite. Puis la force d'un entrepreneur, c'est de savoir bien s'entourer. Un peu comme au football. Tu sais, comme si ton équipe est vraiment bien balancée puis les personnes sont aux bonnes places. Mais au football, comme dans la vie, on avance beaucoup plus vite et tu gagnes des projets, tu sais, au final. Là. Fait que c'est un petit peu... c'est le côté entre le football et l'entrepreneuriat. Je trouve que le football a vraiment une belle... Tu sais, si on enlève le fait que c'est physique, puis ça cogne, puis il y a une belle vision du sport, là. Mm-hmm. Oui. Mais l'entrepreneuriat, c'est un sport de contact aussi.
Mais avec le beau contact utilisé d'une autre façon. Oui, mais c'est exactement des contacts professionnels, oui, exactement. Ça se passe, c'est plus agréable. Hein. Ouais. À long terme, là, ouais, ça laisse moins de blessures. Ouais. Il y a une autre chose qui est assez évidente quand tu nous jases de ton parcours. Ça a l'air tout naturel. On a acheté un terrain à un moment donné, puis il y a eu l'hôtel, puis tel projet s'est présenté. Tu sembles avoir vraiment le regard autour de l'instinct, puis aussi autour de ce que toi, tu as besoin dans la vie. Ou en tout cas, c'est un peu ce que j'ai perçu tantôt. Ouais. Comment tu pourrais me décrire ta façon de saisir tes projets, puis de Je pense que tous les projets que j'ai entrepris, puis que le but premier, c'était faire de l'argent, ça n'a pas fonctionné. Ou ça a été ambigu, il y a eu des accros, c'était moins naturel. Tandis que, aussitôt que j'agis naturellement, puis OK, il y a ça, c'est pour des besoins, mais là, on dirait que c'est plus simple, plus fluide. On l'a comme ça, fait que c'est comme ça. Il y en a pour d'autres qui, au final, ils voient juste l'aspect financier, puis ça fonctionne pour eux, mais on dirait que de mon côté, je suis moins... Ça fonctionne moins. Ça fonctionne bien de la façon que je travaille, mais d'un autre côté, si l'aspect premier serait juste de faire de l'argent, ça fonctionne pas. Mais il faut savoir compter, puis le but après ça, ça devient... on fait pas tous ces efforts-là pour du bénévolat. Exactement, ouais, c'est ça. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, on en perd, on en gagne, mais l'important, c'est d'avancer, puis quand on avance, c'est qu'on recule pas. Fait que c'est un... Oui, c'est comme la clinique école. C'est un petit peu ça que je vous expliquais un peu tantôt. Quand j'ai rencontré ma conjointe, j'ai demandé, « Hey, c'est quoi ton rêve à court, moyen terme? » Puis elle m'expliquait, moi, j'aimerais ça avoir ma propre clinique école. J'ai dit, c'est quoi une clinique école? T'sais, moi qui étais... puis c'est pas... en me disant, il n'y en a pas à tous les coins de rue, là. On n'en a pas à tous les coins de rue. Elle m'a dit, c'est en orthopédagogie, comme tu viens accueillir les enfants qui sont TSA, TDA, dysphasie, dyslexie, name it, pour perfectionnement scolaire, français, c'est assez large, mais ils sont outillés pour faire avancer les enfants. Puis, de mon côté, mon plus vieux, il cadre moins dans le modèle scolaire actuel. Donc, quand on le prend one-on-one, il performe vraiment, vraiment. Mais sinon, tout comme moi, il était lunatique. Perte d'attention, moi, quand j'étais dans la classe, mes parents n'ont jamais voulu que je prenne de médicaments. Ils étaient vraiment contre ça. Fait que j'ai jamais pris de médicaments. Mais le fait qu'on me perdait en classe, il fallait que je travaille plus fort le soir. Regarde, ça a été... C'est rare aussi a dû être une source... de motivation. Oui, de motivation pour rester là. Parce que, à un moment donné, quand que tu te trouves moins bon dans quelque chose, il faut que tu brilles ailleurs. Là. Fait que c'est ce qui est important. Puis le football me faisait briller. Fait que j'étais pas nécessairement le meilleur en classe. Ça passait. Ça accrochait, mais c'était pas... j'ai décidé que ce soit pas ça qui fait en sorte de me dire ma propre valeur, dans le fond. Là, tu étais sur une lancée avant que tu interviennes. Je viens de te parler un peu de l'école, la vision autour de la conjointe, puis ça a parti ce projet. Exactement. Puis là, j'ai dit, go, on le fait le projet. Parce que de mon côté, mon plus jeune, de la misère un petit peu à l'école, a besoin de travailler plus fort parce que dans le jour, il prend l'attention, lunatique, gribouille, puis le soir, dans le fond, puis on n'a plus le droit au service d'orthopédagogie pour son niveau scolaire par manque d'effectifs. Fait que là, j'ai dit, regarde, moi, j'ai besoin, un peu comme le SMO, je voulais avoir quelque chose. Là, on a un besoin pour Nolan, tant qu'à aller payer, mais j'ai dit, on va le faire. On va créer, parce que c'est un besoin. Si moi, j'en ai besoin, c'est qu'il y en a d'autres qui l'ont besoin. Mm-hmm. Fait qu'on va aller créer une clinique pédagogique à notre goût, qu'on va être bien là, et probablement qu'il y a d'autres mondes qui vont être intéressés par les services, parce qu'en ce moment, c'est comme actualité dans le système scolaire, ça n'a pas été rose pour tous les parents. Ça a été grève après grève. Là, avec les pédagogiques, au mois de mars, on a seulement 10 jours. 10 jours d'école dans le mois. En ayant 10 jours d'école dans le mois, puis on a déjà eu 6 semaines dans l'année.
Fait que, tu sais, pour un enfant qui commence sa première année, c'est énorme. Un enfant qui est en 6e année, il va peut-être un petit peu moins coper, malgré qu'il y a eu la pandémie. Tu sais, l'enfant en 6e année a connu la pandémie, l'école à la maison. Ça n'a pas été évident, ça non plus. Mais quelqu'un qui est en première année, qui est, dans le fond, le seuil d'évaluation, c'est la lecture. Ben, c'est énorme. 6 semaines dans 10 mois d'école, là, à peu près. Là. Ouais. Plus, là, c'est énorme. Fait que, il y a beaucoup de retard. Les parents, avec l'inflation qu'on connaît, ben, c'est sûr et certain qu'ils ont besoin de travailler. Fait qu'ils n'ont pas nécessairement le temps de mettre l'école à la main. Exactement, tout à fait. Puis il y a beaucoup de parents qui sont juste pas outillés pour le faire. Tu sais, c'est pas parce que tu décides d'être parent que tu es outillé pour être professeur. Là. Donc, c'est pour ça qu'on vient amener ce projet-là. Puis on a approché, quand on fait un projet, comme je vous expliquais un petit peu, tu essaies de redonner à la société du mieux que tu peux. Puis c'est ça que je cherchais, vu que l'éducation, c'était nouveau dans ma vie. Comment qu'on peut redonner? Tu sais, comment qu'on peut redonner au suivant? Puis là, j'ai approché Claudine de la Maison des Familles. Puis je demandais à Claudine, j'ai dit, « Hey, y aurait-tu quelque chose? Est-ce que vous avez des enfants dans le besoin? » Dans le fond, ils sont déjà dans le besoin, on est d'accord? C'est parce que dans le fond, c'est des familles qui sont dans le besoin, là, qui arrivent pas. Et du même coup, elle dit, Cédric, tu peux pas arriver à un meilleur moment. Elle dit, on a des gros besoins, mais encore là, pas de solution. Pas d'argent. Fait que j'ai dit, regarde, moi, j'ai des amis qui sont entrepreneurs. On a des compagnies. Je vais demander si les gens seraient prêts à parrainer. Fait que le parrainage, dans le fond, là, j'ai approché quelques entrepreneurs. Puis, ils étaient tous oui à l'éducation des enfants. Tu sais, c'est pas... je sais pas, on dirait que le monde sont interpellés par ça, puis ils voient que c'est pas facile. Actuellement, dans les médias, tout le monde le fait savoir. Il n'y a pas de secret. Là. Tout est là, puis c'est pas de lancer des pierres aux professeurs. Ils font principalement des interventions en classe et non de l'éducation. Fait qu'ils viennent pas apprendre parce qu'ils ont beaucoup d'interventions à faire au courant de la journée. Donc, tu sais, comme si un élève, dans sa journée, a 1h30 d'enseignement, tu sais, comme que tu as son attention, puis tu peux vraiment y montrer des choses en retirant les récréations, les ci, les ça, tu sais, comme 1h30, là. Fait que quelqu'un qui vient passer 1 heure entière avec nous, on vient de faire passer quasiment une journée d'école pour 1 heure. Fait que c'est vraiment bénéfique pour l'enfant. Pour en revenir à la Maison des Familles, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont décidé d'embarquer puis de venir donner des montants qui vont servir à la Maison des Familles. Donc, j'essaie de trouver encore un win-win. Tu sais, c'est bon pour l'entrepreneur parce que chaque semaine, on va nommer l'entrepreneur qui a permis d'aider tant de jeunes à l'école. Le but, c'était pas parce que sur les réseaux sociaux, on voit souvent, tu sais, comme du monde qui veut se lancer des fleurs, puis c'est pas le but. Tu sais, hey, j'ai donné, ou tu sais, on en a vu sur TikTok, du monde qui vient de donner des hamburgers ou des choses comme ça. Le geste, il est beau, mais c'est le côté narcissique. Genre je sais pas, on dirait que la perception est moins belle, mais c'est à nous de les faire briller, ce monde-là, parce que c'est un méchant beau geste qu'ils vont faire. En donnant, fait que nous, chaque semaine, on va mentionner qui nous a permis d'aider tant de jeunes à l'école. Puis c'est ça qui fait en sorte que, tu sais, comme, on va faire briller cette entreprise-là parce que, clairement, la Maison de Famille en ont besoin. Tu sais, on a une clientèle, c'est du privé. Fait on a une clientèle qui est capable de payer, là. C'est pas pour eux. C'est vraiment de pouvoir redonner à la société sans que, tu sais, on se le cachera pas, les frais sont vraiment élevés. Les loyers sont élevés, les salaires sont élevés. Il n'y a pas de cachette, là. Pourquoi que ça coûte ça? C'est parce que les salaires, puis tout est élevé. Ensuite de ça, mais la Maison des Familles, par contre, c'est ce qu'elle me disait. Elle dit, ça va pas faire une énorme différence. Puis ils vont s'occuper du transport, tout ça. Fait que c'est un méchant beau match qu'on a trouvé.
Ouais. Très beau projet, félicitations. Inspirant. Ouais. On est. Oui, c'est ça. Fait que le but, ça serait de mettre ça dans plusieurs villes. On va structurer celle-là. Puis par la suite, on fera un copier-coller dans la municipalité. À quelque chose, peut-être. Mhm. Tu as plusieurs entreprises. Mhm. On a discuté plusieurs projets sur la table, etc. Comment que. C'est quoi mon conseil que tu pourrais donner aux entrepreneurs qui doivent faire face à cette pression financière-là, en tant qu'entrepreneur, de continuer en affaires, mais de toujours avoir cette pression-là sociale ou financière qu'ils peuvent avoir les entrepreneurs? Comment que tu te deals avec ça, toi? Comment que tu... La pression, je pense que c'est... La pression, ça dépend où ce que tu te la mets, puis ça dépend où, avec qui tu veux... si tu veux tout faire tout seul, mais je pense que tu vas avoir la pression que tu vas avoir... c'est de bien savoir s'entourer au final. C'est de pouvoir se libérer de cette pression-là. Tu es capable de faire beaucoup de choses, mais si tu veux porter tous les chapeaux sans vouloir déléguer, mais là, la pression, tu vas l'avoir. Tandis que si tu es capable de bien t'entourer, mais là, à ce moment-là, comme la pression diminue. Le risque financier, ça dépend toujours de tes coûts fixes, ça dépend toujours de ton prévisionnel. Comme je pense que tu t'en vas pas sans compter. Dans un projet, à part, mettons, Westmont, nous autres, on est allés, on fait le resto, il n'y avait pas d'ascenseur là-dedans. On était... non, mais on était opportunistes, je pense, tu sais. Puis un entrepreneur, je pense que c'est un peu une maladie, là, de... Moi, de mon côté, si j'ai pas de projet, je brille pas. Puis j'aimerais ça, là, être capable d'être chez nous, puis d'être relax, puis de juste, hey, non, on dirait que j'ai vraiment envie de toujours comme, hey, j'ai besoin d'avoir un projet, puis c'est là-dedans que je me sens bien. Jusqu'à temps que je suis comme, OK, là, il faut que ça finisse, puis là, après ça, puis là, je suis venu pour un an, que là, on roule, puis là, après ça prend un autre projet. Et tu sais, ça, c'est nous, c'est les entrepreneurs, on a besoin de ça. Il y a bien du monde, parce que moi, je serais pas heureux de faire autrement, mais il y a d'autres personnes qui seraient vraiment pas heureux avec la vie que j'ai, là. Tu sais, on est sur la route, à gauche puis à droite, tu sais, mais moi, c'est ça qui me fait briller. Moi, à la fin de la journée, je suis content, j'ai le sourire, je me lève le matin, j'ai le sourire. C'est ça qui me rend heureux. Mais il y en a d'autres que, hey, ça serait un calvaire, là. Ça serait vraiment un calvaire. Ils trouveraient pas ça drôle, là, tu sais, ils verraient pas de solution, mais moi, je pense que ce que j'aime, c'est d'être quelqu'un qui trouve des solutions. Il n'y a jamais de problème. Il n'y en a jamais de problème. Malgré tout ce qui s'est passé. Oui. Et on en a vécu des choses, hein, puis des choses que personne n'a vues dans leur vie, puis au final, il y avait juste des solutions. On est là aujourd'hui, puis c'est correct. J'ai plein de questions dans ma tête, là. Là, il y a comme un line-up de questions. Vas-y, on commence par la première. Je veux revenir un petit peu de rien à l'éducation. Pour refaire une boucle avec ton projet d'école. Tu disais tantôt aussi que il y a deux chemins pour se rendre en affaires. Tu peux étudier. Puis, d'ailleurs, dans le studio ici, on a interviewé le notaire Mathieu Couture qui a bâti une super belle entreprise ici de 40 personnes. Il a passé par la voie de l'éducation. Puis, oui, tout à fait. Le barreau, le kit. Puis bon, ça fait de lui aujourd'hui un notaire entrepreneurial. Puis il y a la voie où est-ce que toi, c'était très clair pour toi en chemin que l'école, c'était pas ta place, c'était pas là-dedans que tu allais briller, pour reprendre un mot que tu utilises souvent. Puis qu'à un moment donné, tu as même dit, là, il est temps que je quitte l'école parce que c'est des années de moins dans ma vie d'entrepreneur. Ouais. Fait que ma question pour toi, c'est quel conseil tu peux donner à un jeune qui se sent comme Cédric Duhamel, qui voit que l'école, c'est pas là qu'il va briller, puis qu'il serait meilleur sur le terrain? C'est quoi le genre de conseil que tu penses? C'est quoi la décision que toi, tu as pris en chemin qui fait qui tu es aujourd'hui? Je pense que qu'est-ce qu'au cégep, dans le fond, je me suis rendu compte, c'est un petit peu ce qui est vraiment bon en tant qu'entrepreneur, c'est pas d'être le je me moi fort, puis de comme, hey, moi, je fais ci, je fais ça, tu sais, j'ai ci, j'ai ça, c'est pas beau ça, un entrepreneur qui fait ça, c'est de juste relater ce qu'il y a dans la vie. Non, intéresse-toi aux autres, là, puis c'est beau. C'est beau de t'intéresser aux autres, puis de peut-être que toi, t'as prospéré, mais de peut-être en amener aux autres. Ça c'est bien, puis... Mais, de mon côté,
qu'est-ce que j'avais réalisé, dans le fond, au football, c'est qu'à un moment donné, j'étais bon. J'étais un sportif, là. Je suis naturel, mais j'étais pas un pro. Puis à un certain niveau secondaire, tu le vois pas. Mais quand tu arrives au collégial 3A, là, t'as des bonnes. C'est tous les meilleurs. Ah, puis t'as des hommes, là. T'es en shape, mais il y en a que. Tu sais, t'as du monde de 320 livres qui court plus vite que toi, là. Tu comprends? Fait que, tu sais, c'est différent. Fait que, tu sais, quand t'es capable de réaliser, tu te dis, regarde, je suis bon, mais je suis pas le meilleur. Il y a quelqu'un qui est meilleur que moi. Fait que j'ai décidé de. C'était pas pour moi, puis moi, c'est ce qui me tenait à l'école. Parce que j'étais en sciences humaines individu, profil psychologie, mais c'était pas ça. Tu sais, en me dire, si t'es pour faire tout ton cégep puis ton université en sciences humaines puis t'as pas de but, va à quelque part qui te fait briller. Mais pour certains, comme qu'on vient de mentionner M. Couture, lui, besoin de faire les études, on en a besoin des notaires, on en a besoin des avocats, on a besoin des médecins, on a besoin de tellement de corps de métier qui nécessitent des études. Puis si ces personnes-là brillent dans ça, crime, let's go for it. Mais moi, je brillais pas. Je brillais pas sur un banc d'école. Puis encore là, aujourd'hui, au niveau administratif, je brille pas. Je veux comprendre. Je comprends. C'est important de comprendre. Mais je vais aller chercher quelqu'un de meilleur que moi pour effectuer ça. Puis ça, c'est un beau win-win. Cette personne-là brille, elle aime ça. J'aime pas ça. Mais ça m'intéresse ce que tu fais. Mais j'aime pas faire ce que tu fais. Puis ça, c'est là, dans le fond, que c'est ce que j'aime de l'entrepreneuriat. T'es pas obligé d'avoir tous les chapeaux. T'es pas obligé de, tu sais, tu peux les laisser les porter quelqu'un d'autre, là, même s'il est à toi le chapeau, là. Il y a quelqu'un qui veut le porter puis qui le porte mieux que toi, ben, let's go. Fait que c'est quoi la plus grande force d'un entrepreneur à tes yeux, à toi? De savoir bien s'entourer puis de pouvoir reconnaître dans ce que t'es pas bon. Uh-huh. Ouais, de pouvoir savoir tes faiblesses, c'est la plus grande force d'un entrepreneur. Parce que quand tu connais tes faiblesses, ben, tu es capable de concentrer ton énergie dans tes forces. De juste trouver ses forces, je trouve ça même plus dur. de trouver juste ses forces, je pense que, tu sais, quand quelqu'un te demande « Hey, toi, t'es bon dans quoi? » Hey, je peux te dire dans ce que je suis pas bon, là. Puis ce qui restera, je le maîtrise. Ouais. Tu utilises énormément le mot briller. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi quand tu dis, tu sais, moi, je vais briller là-dedans, ou je vais faire briller quelqu'un là-dedans? Puis comment tu le mesures pour savoir, OK, là, je suis à la bonne place? Mon sweet spot. Ouais. Ça a commencé. Ben, je vois pourquoi le mot briller c'est au. Je me suis séparé il y a quelques années. Puis dans ma séparation, dans le fond, tu sais, ça venait. C'est venu d'un commun accord, mais c'est venu, dans le fond, de la partie de la mère de mes enfants. Puis on n'était plus rendus à la même place. Puis c'est correct. Mais de prendre cette décision-là de séparer une famille, ça a un coût, puis c'est pas évident. C'est pas évident pour personne. Même pour la personne qui prend la décision, c'est difficile. Ce que plusieurs personnes font quand ils se séparent, ils deviennent égoïstes. Ils se choisissent eux. Puis, de notre côté, c'était impensable de faire ça parce qu'on a décidé de faire des enfants ensemble. Fait qu'on a choisi nos enfants. Puis, tu sais, malgré le fait que ça venait d'elle, le désir de la séparation, elle méritait de briller pareil. Elle mérite de briller, cette personne-là, parce que même si c'est plus mon rôle de faire briller la mère de mes enfants, elle mérite de briller pareil, puis je mérite de briller pareil. Parce qu'à la fin, tu sais, comme c'est rare qu'il y en a juste un des deux qui brille, qui brille plus. Tu sais, comme les deux brillent plus, mais ils se l'avouent pas. Puis, comme en affaires, avec bien des projets, ma séparation, c'est une réussite. C'est une réussite. Alors, on fait probablement partie du 1%, mais c'est parce qu'on a choisi nos enfants. On ne s'est pas choisi. Tu sais, l'horaire de la garde, tu sais, comme de... On n'a pas décidé d'y aller en fonction de nous sur nos... aller au restaurant, c'est dating. Non. On a daté, on a rencontré quand on n'avait pas nos enfants. On ne s'est pas choisi avant nos enfants. On se choisissait quand on n'avait pas nos enfants. Fait que quand nos enfants n'étaient pas là, on brillait. On brillait mal avec eux. Mais on dirait que quand je me suis séparé, j'ai tombé vraiment égoïste avec mes enfants. Je voulais les avoir moi tout seul.
Fait que je voulais pas rentrer quelqu'un dans ma vie puis les partager. Non. Quand je les avais, c'était 100% avec eux que j'étais. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, le mot briller est parti de là. Puis, c'était ça qui était important. Fait que moi, je voulais briller dans ma séparation. Je voulais qu'elle brille. Puis, je voulais qu'on réussisse ça. Qu'on n'ait jamais présenté personne en 2 ans à nos enfants. Ça démontre pas qu'on n'a pas vu de monde. Les deux, on a vécu nos vies de célibat. Mais l'image qu'on donnait à nos enfants, c'était pas de genre comme ah, mais il y en a une qui arrive, un autre qui arrive, parce qu'il y a des petits bonhommes qui voient ça. Ben, ils vont se dire quoi? Que c'est ça? On peut avoir plein de blondes, qu'on peut avoir plein d'amis. Ben non. On a un rôle en tant que parent à jouer, puis c'est ça, en tant qu'entrepreneur. Puis ouais, je pense que c'est ça qui est important de retenir de ça quand on se sépare. C'est une parenthèse qui n'a aucun rapport avec l'entrepreneuriat. Mais côté humain, c'est ça. Fait que le mot briller, c'est ce qui m'a permis de l'établir puis dans tout ce que je faisais. En ce moment, dans le fond, ce qui me fait briller puis d'établir quelque chose qui me fait briller, mais c'est vraiment c'est un état d'âme que t'as. Tu sais, des fois, se sentir pogné, tu sais, quand un crime, j'ai besoin de faire ça aujourd'hui. Ça peut arriver, là, une couple de semaines, là. C'est pas grave, c'est un quoi donné, mais si ce sentiment-là, tu l'as plusieurs fois, il faut remédier à ça. Tu peux pas t'infliger quelque chose que, tu sais, dans le temps, quand on était jeune, hein, il fallait brocher du poulet. Là, pas ça, brocher du poulet, c'est physique, puis mais il faut le faire. Ouais, c'est vrai. Mais si moi, ça me fait pas briller, mais je ferai d'autres choses pour t'en dire. Il y a peut-être quelqu'un qui aime ça le faire. Puis que lui, il est content. C'est un challenge. Mais il faut le faire. Oui, il faut le faire, mais je suis pas obligé de le faire. C'est ça qu'il faut, le raisonnement que je me suis fait. Fait que on peut briller n'importe où. Ce qui est important pour nous, ben dans le fond, pour moi, c'est d'aller vraiment chercher juste ce qui me fait briller. Mais je vais l'établir, là, ça peut aller 6 mois, 8 mois, mais pour établir le fait de vraiment connaître la job pour pouvoir bien déléguer. Mais encore là, c'est de bien déléguer de ce que j'aime pas faire. Fait que c'est de là, tu sais, que j'aie jamais le sentiment de comme, faut que je fasse ça. C'est juste ces mots-là, là, je veux pas, il faut que je fasse ça. Ben, c'est parce que t'aimes pas ça, dans le fond. Arrange-toi pour aimer puis apprécier. Faut que tu sois jamais en train de travailler, dans le fond. J'aimais sentir ça. Ouais. Puis moi, c'est quand j'ai sorti des cuisines, dans le fond, j'ai tellement travaillé toute ma vie en cuisine, au Duhamel, que quand que je sortais des cuisines, je sentais pas que je travaillais. Je sens jamais que je travaille. Mais si tu me rends dans une cuisine, mais pour d'autres, on va dire, il y a d'autres qui triplent vraiment. Mais moi, si tu me rends dans une cuisine, là, je brille plus. Je brille plus. Enfin, ce côté-là de moi. Fait que c'est de voir ça, parce qu'après ça, j'étais là, tabarouette. Je travaillais, je chargeais même pas mes heures. Je chargeais plus mes heures. J'étais là, je travaillais, mais je chargeais pas mes heures. Ced, t'as pas punché? Non, j'ai pas l'impression de travailler. J'ai pas l'impression de travailler. J'ai d'être ici. Ben, c'est ça, c'était ça. Au final, je travaillais, c'était aussi important, mais c'était pas dans les opérations. Tu as dit tantôt que vous avez vécu des affaires off dans ta vie, où tu as eu des challenges, comme tous les entrepreneurs, et que tu es toujours immédiatement en mode solution. Mm-hmm. Peux-tu nous partager un gros challenge que tu as vécu dans une de tes entreprises, puis nous raconter un peu l'histoire de l'ampleur du défi, puis comment vous avez flippé ça en solution, puis potentiellement en rebondissement positif? Les défis, on en a eu. On en a eu grandement. La pandémie, ça en a été une bonne en restauration. Énormément. Le S-Mont, ça a été un des restaurants, dans le fond, qui aurait pu être le plus touché si on s'était assis à rien faire. Mais on l'a changé. On l'a changé avec un site en ligne. On faisait de la livraison, du take-out. On est allé, mais tu sais, comme dans l'immédiat, pas après... Ah oui, les autres, ils font ça après 6 mois. Non, on a vraiment monté le S-Mont comme... Mais on était en mode solution.
Parce qu'on se rappellera, là, aujourd'hui, c'est moins pire, là, c'est partagé, là, mettons, l'aspect de la pandémie. Mais la restauration a été énormément touchée. Énormément touchée, il fallait suivre tous les jours des nouvelles... Vos protocoles. directives. On était, puis on n'a jamais fermé une journée. On n'a jamais fermé une journée le duel. Et ça a été des gros défis, mais autant que en partnership, c'était une crainte. Là. Le monde, quand il écoutait les nouvelles religieusement, aujourd'hui, c'est un petit peu moins populaire, mais le monde écoutait les nouvelles religieusement, puis hey, c'était grave, là, c'était la mort, là, c'était des choses comme ça. Fait que quand tu es plusieurs partners, tout le monde se voit de la même manière. Non. Ouais. Nous autres, on est en mode, moi, j'étais en mode solution, let's go, on fait ça. Quand t'en as qui sont ces breaks, qui ont peur. T'sais. Fait que ça a été, pour vrai, ça a été un des plus gros défis. Qu'est-ce qu'on a fait? Ben, c'était de la communication. La communication, je pense que dans toute entreprise, est vraiment importante. Depuis 2008, on n'a jamais manqué de meeting, tous les jeudis. Depuis 2008, on a tout le temps eu des meetings en famille. Puis je pense que de laver son linge sale souvent, faire en sorte de ne pas le tacher, ouais, fait que c'est de... Ça a été vraiment une de nos forces, la communication. Fait qu'en affaires, en couple, entre amis, la communication, je pense qu'elle a pour beaucoup dans des chicanes potentielles. Fait que si tu te parles, tu creves les abcès rapidement, mais là, il n'y a pas rien d'irrécupérable. Fait que de ce côté-là, je pense que la solution a été vraiment la communication puis la façon d'agir au niveau de ce qui était de la pandémie. Là. Ouais. Un bel exemple d'un chat. Ouais, qui était sur une couple d'années. Là. On était... Ouais, ça a été... Ouais, tout à fait. Je pense que c'était possiblement dans le pire domaine. Oui, c'était... Ouais, ça puis un gym. Hein? Ouais, c'est vieux. Ouais, ça puis un gym, on était... C'était des bons challenges dans les deux cas. Oui, tout à fait. Ben, c'est que t'es là... Puis en restauration, tu as les employés. Là, tu as les parents des employés qui sont craintifs. Que là, il faut qu'ils se testent. C'était une catastrophe. Là. C'était vraiment une catastrophe à gérer. Là, Ouais, c'était pas drôle. Puis tout le monde voulait manger. Ouais. Ben, tout le monde était à la maison. Ouais, c'est ça. Tout le monde était à la maison, tout le monde veut se faire livrer. Donc, il y avait là l'opportunité, finalement. Exactement. Oui, nous, on était considérés dans les essentiels avec les épiceries, mettons. Fait qu'on pouvait, tu sais, quand les épiceries fermaient le dimanche, là, tu sais pas, le monde oublie vite. Mais tu sais, ils nous fermaient les épiceries le dimanche, là. Fait que nous autres, là, on était les seuls ouverts. Le monde, c'était hallucinant. Hallucinant, tu sais, comme, puis on le vivait, mais en étant restreint. Tu sais, le monde, il voulait pas nous voir, pas nous toucher. Les livreurs, ils avaient peur du... C'était quelque chose. Ouais, c'était quelque chose. Ouais. Un autre de tes passions, puis de tes grands succès, c'est tout le monde de l'immobilier. Parle-nous donc un peu de comment tu as commencé à t'intéresser à ce milieu-là, puis comment tu as réussi à avoir des premiers succès qui ont mené à du leverage pour l'immobilier, ben c'est le fun. C'est vraiment le fun à faire. Là. Je trouve que c'est... Il y en a beaucoup qui voudraient pas avoir le trouble d'avoir des locataires, des choses comme ça. Ce qui est comprenable parfois, là, parce que des fois, c'est à barouette. Le monde ne sont pas débrouillards. Mais, ouais, c'est... En secondaire 4, je comprenais pas puis l'idée d'être simplement locataire. Il y a plein d'avantages. Là. Aujourd'hui, là, je le vois, il y a plein d'avantages de garder ton argent et d'être locataire, tout dépendant de la structure que tu veux mettre en place. Mais c'est là, j'ai juste besoin d'avoir des blocs, moi. Fait que là, ça va me ramener tant. Puis c'est ça que je veux faire dans la vie. Puis finalement, j'ai commencé à travailler. Puis c'est pas venu comme ça. C'est pas venu mon premier... à 21 ans, je me suis acheté un condo. Fait que là, j'habitais encore chez mes parents. Je faisais de la location, court terme, ski in, ski out. Puis, fait que ça, j'aimais ça. Comme j'avais un locataire, j'avais des locations de court terme. Il était meublé au complet, électro, tout.
J'avais choisi mes planchers, mes armoires. C'était... Ouais, ça, j'ai trouvé ça beau de l'immobilier. C'était le fun, c'est un service, c'est du tangible. T'as un terrain, t'as tout. Ensuite de ça, ben là, t'as l'immobilier, mais t'as aussi des terrains qu'on peut diviser, revendre. Ça a été des belles... parfois des petits coups de circuit là-dedans là, qui fait en sorte de qui te fait avancer un peu plus vite. Mais encore là, ça n'a pas toujours été en fonction de l'argent. C'était des terrains que je m'étais achetés pour bâtir. Avec la séparation, j'étais obligé de revendre, diviser. Ça a apporté fruit, mais le but premier n'était pas de faire de l'argent. Fait que tu es impliqué dans toutes sortes d'entreprises encore aujourd'hui, puis tu vois ça aller où dans les 10 prochaines années? Tu sais, c'est quoi tes prochains rêves, tes prochains défis? Rajouter des hôtels. Clairement. L'immobilier, je trouve que c'est un beau modèle parce que c'est de l'immobilier, c'est des terrains. C'est le fun d'avoir un service client. Ça, je trouve ça le fun d'être proche du monde, de pouvoir... d'écouter les gens parler, de jaser. OK, vous êtes en vacances, vous venez de où? Tu sais, ils viennent décompresser chez vous. Fait que ça, je trouve ça beau, l'hôtellerie. Comme que je viens de dire, c'est de l'immobilier. Fait que perd pas de valeur, fait juste en prendre. Ça, je trouve que c'est le gros... ça, c'est un immobilier que j'aime, que j'apprécie vraiment. Exactement. Ouais. On part ça à l'école. La clinique école, on aide. Là, c'était ça, la clinique école, qu'est-ce qui était le fun? C'est que je me diversifiais. Aussi, tu sais, j'étais en restauration. Là, j'ai vendu les Duhamel à mes partners, qui est ma soeur, mon frère, ma cousine, mes 2 cousins. Ils m'ont racheté. Mais je voulais me diversifier de la restauration. Ça m'a tellement dérangé ce qu'ils ont fait en 2020-2021 d'avoir quelqu'un qui avait le contrôle sur l'entreprise qu'on avait, que j'ai dit, hey, OK, non, plus jamais quelqu'un va avoir la main sur mon entreprise. C'est gros, là, que quelqu'un dise, hey, non, on peut te fermer. Oui. Oui. Fait, là, oui, c'est le gouvernement, mais n'importe quand, tu veux pas avoir cette pression-là puis ce risque-là sur toi. Fait que, en immobilier, l'hôtellerie, on garde le service. Là, en éducation, on trouve un autre. Puis le chauffage climatisation, qui est un autre besoin pour tout le monde, monsieur, madame, tout le monde, qui a besoin de se chauffer, se climatiser. Une centrale dans une maison, que ce soit un échangeur d'air, que tu as des dockings dans... Tu sais, tout le monde a besoin de ça. Fait, d'aller trouver des sphères qui répondent aux besoins, que tu es la solution, dans le fond. Tu es la solution au problème des gens. Mais ça, je trouve ça le fun d'avoir ces... Voyons, c'est vraiment distinct, là. C'est vraiment pas des cercles qui sont connexes. Mais ouais, ça, c'est quelque chose que j'aime. On commence à comprendre ton plan, par exemple. Tu sais, quand tu vas aller au resto, ben, tu vas avec ta blonde au resto que tu possèdes. Ça, tu veux un week-end amoureux, tu vas à l'hôtel. Après, il y a ton fils qui a besoin d'aide à l'école, tu l'amènes à l'école. Exactement. Savoir ouais. Tu sais, comme d'être un peu départi, là. Il va me rester un bureau de comptable, puis une notaire, peut-être. Mais non. Mais c'est intéressant parce que effectivement, je dis ça à la blague, évidemment, on taquine un peu, mais en quelque part, tu as tes propres besoins qui ont fait partie de tes instincts. Oui, exactement. Ben, de trouver la solution à mes problèmes. C'est pas des problèmes, mais des solutions à mes besoins, là. Ouais. À mes besoins que j'avais là. Puis, ben, si ça peut répondre aux besoins d'autres, ben, tant mieux. Ouais, j'aime beaucoup ça quand tu dis on trouve des solutions. Il n'y a jamais de problème, on trouve des solutions. Puis parfois, les entrepreneurs, on peut avoir tellement de choses qui peuvent arriver dans une journée, dans une année, qu'on se sent des fois comme pesé sur la tête, de voir des solutions aux problèmes, ça te donne des opportunités, puis tu les saisi ces opportunités-là. Fait que c'est un beau conseil aux entrepreneurs qui nous écoutent, je pense. Oui, puis de pouvoir poser des questions aussi à d'autres entrepreneurs, de pouvoir, tu sais, de ne pas avoir peur, tu sais, des fois, justement, de pouvoir s'intéresser aux autres.
Mais ça peut être la solution, là. T'es avec quelqu'un, tu jases, puis si tu fais juste parler de toi, là, tu sauras jamais s'il y a la solution. Tu sais, mais si tu poses des questions, puis hey, tu jases, tu parles, j'étais avec un client de chauffage-climatisation il y a 1 mois et demi, puis jasais, qu'est-ce que tu fais dans la vie, normalement? Arrive, ils sont belges, ils sont arrivés en 2019. Leur centrale, ils viennent racheter une maison, changent la centrale, changeur d'air, thermopompe. Il y avait besoin d'un complet. Puis là, jase. Hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Blablabla, blablabla. Finalement, elle me dit, ben, moi, je travaille, je fais toutes les structures d'acier possibles que tu peux avoir, des escaliers comme en colimaçon qui montent là, pour des buildings, des grosses affaires là, de. T'sais, il fait vraiment du métal œuvré, là, dans le fond, soudure, des limons, sang, puis on jase, puis finalement, tu sais, comme, là, notre chemin se retrouve là, tu sais, comme ça a vraiment cliqué avec lui, c'était vraiment le fun. Puis là, tu sais, comme je l'appelle le matin, ben je le texte le matin, puis je dis, hey, faites-vous ça, parce qu'on veut se faire une grosse arche à l'hôtel à Venise en Québec pour rehausser l'identité, puis là, quand le monde arrive, ils font comme, wow, tu sais, comme l'effet wow. Puis, il me dit, mais oui, je fais ça. C'est lui, il travaille avec des compagnies à Las Vegas. Il travaille de partout. Là, ils sont vraiment, vraiment forts. Puis, là, si je n'avais pas posé les questions, là dans le matin, c'était un problème dans notre discussion. C'était un problème, on avait un problème. Hey, qui pourrait nous faire ça? Parle à quelqu'un. Là, je parle avec Marco Prévost de Altar Construction. Il me dit non, ça te prend vraiment, c'est ça, quelqu'un qui fait du métal œuvré. Puis, il dit, moi, je peux pas te faire ça. OK, parfait. Fait que là, j'ai hey, crime, c'est vrai. J'avais un client. Mais tu sais, si je m'étais pas intéressé, puis je serais juste là, puis je serais pas intéressé par son histoire, j'aurais jamais su ça. Exactement. Fait que tu sais, comme quand on prend chaque moment pour dire comme, hey, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pas obligé d'être un propriétaire d'entreprise, là. Juste l'individu, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Hey, quelqu'un qui conduit des trucks de football, tu sais quoi sa réalité? Non. S'il a jamais posé la question, moi je sais. Je connais sa réalité. Parce que j'en ai déjà jasé. Puis, elle est aussi importante, puis c'est la vie, peut-être que, tu sais, comme il y en a qui c'est comme camion de poubelle. Mais non, ils ont une réalité. Puis, le jour que tu as besoin de ce monde-là, ou un entrepreneur en électricité ou quoi que ce soit, puis tu t'es intéressé à sa réalité dans sa journée, bien, tu vas peut-être pouvoir faire comme, hey, j'ai pensé à ça. Ça serait-tu mieux ça? Il va faire comme, il va se sentir compris dans son métier. Fait qu'il va déjà vouloir plus te rendre service à toi, qui s'intéresse à ce qu'il fait, que juste quelqu'un qui l'appelle en urgence, de quand hey, tu peux venir, puis tu sais, mais quelqu'un qui care pour son travail, puis sa réalité, ça l'amène beaucoup. Puis ça, je pense que c'est juste, ben, c'est pas tout le monde qui l'a, là, mais en entrepreneuriat, de s'intéresser aux autres. Là. Le côté humain là, qui est vraiment important d'être conscient que chacun a une réalité, mais si tu t'intéresses à cette réalité-là, ben, tu peux juste avancer encore mieux, puis il y a du monde qui va vouloir travailler avec toi parce que c'est beaucoup plus agréable. Je veux qu'on revienne un peu sur l'hôtellerie, parce que tu as dit que ça fait partie quand même de ton futur, ça fait déjà partie de ton présent. Ouais. On sait que l'hôtellerie a été, elle aussi, gravement frappée, là, évidemment, par la pandémie, d'une part. Deuxièmement, les taux d'intérêt élevés jouent contre l'immobilier. Troisièmement, mettons, les changements climatiques, je pense, par exemple, à la saison de ski qu'on n'a pas eue cette année, puis qui a peut-être causé vraiment des troubles à certains hôtels ou le marché touristique qui dépend un peu du climat. Comment tu te positionnes à travers de tout ça? Ça dépend toujours de l'offre. Si c'est juste un hôtel, puis on a des chambres à offrir, c'est une chose. Si tu viens offrir une offre de service différent des autres, alors à ce moment-là, tu te démarques. À l'hôtel Le Rosé, on a la Trapézienne. On a eu des bad luck. Là, l'été passé, on n'a pu ouvrir parce qu'on a passé au feu. Mais là, actuellement, on rénove tout. On a une offre de service qui est unique. On se sent comme à Tulum, mais à Venise, en Québec. Terrasse, vraiment wow. Tout est fou. Le party qui se passe là-bas, le monde... tu sais, on a... Ah ouais, tout à fait. Puis, ça vient avec l'hôtel. Fait qu'on a une offre de service, on a un hôtel, on a plusieurs chalets. Ensuite de ça, des hôtels sur le bord de l'eau, il n'y en a pas énormément.
Fait que ça, à Venise à Québec, on est sur le bord de l'eau. Donc, de viser des cours d'eau, ça en est pour beaucoup, tu sais, comme l'Estérel. Ils sont sur le bord de- super beau succès, d'ailleurs. Exactement. Donc, tu sais, mais à part l'Estérel, des hôtels sur le bord de l'eau, il n'y en a pas énormément, là. On peut les compter Effectivement. sur les doigts des mains, là. Ouais, donc, c'est de l'immobilier. Ça ne perd pas en valeur. L'offre de service, il faut toujours s'en occuper, comme n'importe quel business. De viser des places qui sont très touristiques. Donc, l'hôtellerie, c'est de l'hôtellerie. Il y a toujours mais il faut s'en occuper. Comme un restaurant, comme n'importe quoi, pourquoi que la personne te choisirait au lieu d'un autre? Mais c'est vraiment, c'est l'offre de service, l'expérience, les odeurs. Toutes ces petites choses-là, dans le fond, viennent à faire en sorte que le monde te choisisse au niveau de l'hôtellerie, là. Puis, tu sais, toi, t'es créatif, ou du moins, c'est ce qu'on remarque là, chez toi. T'es créatif, puis t'es capable d'innover aussi. Fait que je pense que ce créneau-là, tu sais, avec les hôtelleries, l'immobilier, tu vas le chercher de cette façon-là, peut-être, là, avec ta créativité, d'innover, de trouver une expérience unique chez les gens qui te permet de pas voir, ou peut-être de mesurer le risque. Oui, mais c'est dans le fond, l'hôtel, à la base, c'est dans le fond, mon meilleur ami puis sa femme ont acheté l'hôtel à Venise en Québec. Puis ils ont dit, hey Seth, dans le fond, tu voudrais-tu investir avec nous? Ce que j'ai fait à 100 000 $, on s'est lancé là-dedans. C'est un hôtel qui avait passé au feu à cause d'une plug de Mac, je crois, qui était montée dans le toit. Bref. Il n'avait pas réouvert, puis elle n'avait pas passé la pandémie. Elle avait brûlé juste avant le début de la pandémie. C'est drôle parce que quand on est rentré là-dedans, tu sais, les journaux, là, il y avait des journaux sur les tables, puis c'était des dates antérieures de la pandémie. C'est comme si ça avait été figé dans le temps. Tous les chalets étaient comme figés. Il n'y avait jamais rien qui avait retouché. Tu sais, Qui avait rebougé de là. Exact, c'est ça. C'était pas vieux. C'était pas vieux, mais on avait l'impression que c'était comme, hey, j'ai une personne qui a remis les pieds là-dedans depuis 2019. C'était en 2021. Fait qu'il y avait 2 ans qui s'étaient passés. Puis le building principal, c'est ça, il avait passé au feu. Fait qu'on quand on a eu les poutrelles, au mois de février, on a refait l'hôtel de février, puis en juin, on était ouvert. Puis je vous le dis, là, ça avait tout été strippé, là. Il restait juste la coquille. Il restait rien d'autre. Fait que poutrelles, plancher, puis les murs, les fenêtres, c'était juste ça qu'il y avait. Le reste, il n'y avait rien d'autre. Fait que ça a été un méchant beau défi. J'ai vraiment aimé ça. Parce que c'est dans ma personnalité d'avoir le goût des défis. Là. Ça n'était un bon. Oui, ça n'était un excellent. Dans quoi tu te formes encore? Comment tu fais pour te former, finalement, te former pour être encore un meilleur entrepreneur, prendre encore des meilleures décisions, encore mieux t'entourer? Ben, ça va dans... Tu sais, quand tu te choisis quelqu'un qui fait mieux la job que toi, de t'intéresser à ce qu'il fait en sorte de t'amener à un autre niveau tout le temps. Je pense qu'on est tout le temps là pour apprendre, puis on va apprendre toute notre vie. Quelqu'un qui pense qu'il a tout appris, c'est quelqu'un que... Ouais, c'est ça, exactement. J'en parlais souvent, je me demande c'est quand que tu t'imagines la retraite, puis est-ce que tu es vraiment heureux à la retraite quand ce qui te challenge chez les projets. Fait que, tu sais, comme tu sais, des fois, tantôt, on jasait, hey, c'est comme ton futur, tu sais, je sais même pas, c'est quoi la limite, dans le fond? Tu sais, j'ai vu mon père, dans le fond, acheter, puis de perdre des repères. Tu sais, il faut que tu te refasses des repères là, quand tu prends ta retraite. Puis c'est pas toujours évident. Fait que je pense que d'être un éternel insatisfait va faire en sorte que je sois heureux. Dans le fond, que ce soit pour, hey, ce sera un rachat de quelque chose, juste pour revendre, tu sais, ça amène de l'action dans nos vies. Ouais. Puis écoute, notre rencontre commence à tirer tranquillement à sa fin. Ça passe vite le temps en bonne compagnie. Le podcast s'appelle Meilleur humain, meilleur monde. Tu parlais tantôt de ton désir de redonner, passer au suivant. Encore une fois, je te fais visiter un peu ton futur plus lointain. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme empreinte sociale, empreinte économique au terroir entrepreneurial du Québec? Mais je pense que déjà, d'avoir, tu sais, comme les cliniques pédagogiques, je trouve que c'est un
méchant beau projet pour redonner à la société, que ce soit dans peu importe les municipalités, si tout le monde pourrait faire du partenariat, de pouvoir approcher des gens qui seront prêts à accompagner du monde dans le besoin, mais c'est pour le futur. T'sais, si on est capable de bien accompagner les jeunes aujourd'hui, mais tantôt, ils vont juste être plus performants, puis plus... c'est un peu ça qui était comme en déclin en ce moment. On le voit qu'il y a un ralentissement au niveau scolaire. Les élèves, les professeurs en témoignent. Là. C'est pas moi, je suis pas professeur. Mais les professeurs en témoignent que les enfants, leur niveau de scolarité est plus faible aujourd'hui qu'ils étaient il y a 10 ans. Fait qu'on voit un déclin. Est-ce que c'est parce qu'ils sont stimulés trop ailleurs, tablettes, à gauche, à droite, ça, on peut remettre la faute sur plein de choses, bien des choses. Mais sinon, de redonner, dans le fond, de pouvoir donner la possibilité aux gens d'aider puis d'accompagner leurs enfants, je pense que c'est déjà un méchant beau projet qui pourrait... parce qu'il y a des compagnies, on peut en faire des compagnies, mais je pense pas que des hôtels fassent la différence dans la société. Ouais, exactement. Tu sais, comme ça, c'est des méchants de belles business, mais ça devient quand même un luxe. Tu sais, le monde, ils vont là pour se retrouver, pour partir. Tu sais, comme des fois, on va à l'hôtel, ma blonde, tu sais, comme justement, on était là tu sais, hier soir, on a décidé d'y aller, parce qu'il fallait que je sois là ce matin. Mais c'est le fun. Tu te retrouves, t'es les deux mêmes personnes, mais dans un espace qui est différent. Ça te sort. Je trouve que c'est important, dans le fond, de se retrouver. Puis c'est ce qui est important c'est ce qui est important depuis le début de notre relation. De pouvoir se retrouver, de pouvoir aller souper au restaurant ou juste des activités. Ça n'a pas besoin de coûter de l'argent, mais de juste prendre du temps en dehors du quotidien. Ça fait en sorte que tu te perds pas, là. Ça garde l'équilibre. Ah oui, tout à fait. La santé aussi, ouais. La santé du couple, la santé de la famille. Exact. Puis surtout, là, on se lance en affaires ensemble. Donc, il faut se retrouver. Il faut pas juste parler de projet à maison. Là. Sinon, ça peut accrocher. Il faut se trouver des affaires qui nous font briller. Là. Ouais. Écoute, moi, je retiens plein de choses de l'entretien d'aujourd'hui. Je retiens vraiment le mot « briller ». Je trouve que c'est un beau choix de mots. Si tout le monde peut le retenir, c'est la meilleure... ça peut... si tout le monde peut retenir ce mot-là puis de l'appliquer, ça va faire en sorte de faire briller beaucoup de monde, là, c'est sûr et certain. C'est vrai que tu l'incarnes. Merci. Merci d'avoir... merci de l'invitation. Merci. J'espère que vous avez aimé les anecdotes. Tout à fait. On a aimé toutes les anecdotes. Je retiens aussi le mot « solution ». Ouais. Je retiens le mot de savoir s'entourer. J'aime comment tes propres besoins t'ont guidé par instinct à faire tout ça, à partir des business pour des choses que tu ne trouverais pas toi-même une solution clé en main, convenable autour. J'aime la diversification que tu as dans ton monde entrepreneurial, puis comment que tout a l'air facile, entre guillemets, ou tu le fais avoir l'air facile probablement parce que tu brilles et que tu fais des choix qui te font briller, puis fait que ça n'a pas l'air forçant quand on écoute. Là, on n'a pas l'impression de rencontrer un gars qui est à bout de souffle, et je suis convaincu que ton agenda est très, très bien rempli. Bon, on s'est occupé, là, mais il ne faut pas que ça paraisse, puis il ne faut pas que ça paraisse pour nous-mêmes. Dans le fond, tu sais, comme tu es occupé, mais au final, si tu le sens pas, c'est que tu es à la bonne place. Là. Ouais. Super, mais merci beaucoup, Cédric, de t'être prêté au jeu. On a hâte de te faire briller dans nos réseaux sociaux, dans tes réseaux sociaux. On espère que ce podcast-là va avoir une influence positive sur tout le monde qui va avoir la chance de l'écouter. Merveilleux. Merci à vous. Coupé. All right.